avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste avoir un slide pour présenter peut-être l'entreprise Centréon. Éditeur logiciel, on est français, basé à Paris, bureau à Toulouse, au Luxembourg, à Toronto. En fait, on est à la fois éditeur d'une solution open source gratuite qui s'appelle Centréon, qui est utilisée par plus de 200 000 personnes dans le monde, qui est toujours téléchargée plus de 6 000 fois par mois. Et tous nos revenus, 100% de nos revenus, proviennent d'une édition commerciale de cette plateforme Centréon, que l'on vend à plus de 600 clients, entreprises de taille intermédiaire ou grands groupes, en France, au Benelux, Allemagne, Suisse, Autriche, Europe du Nord, et puis plus généralement dans le monde entier. Et en fait, c'est en parlant à ces 600 clients, je rencontre ces clients toutes les semaines, ou en se faisant aider du cabinet Gartner, que l'on essaye de détecter qu'est-ce qui va arriver en 2021 et dans l'année suivante, d'une part pour pouvoir adapter notre plateforme de supervision à vos nouveaux besoins, et puis aussi pour pouvoir faire des webinars comme ça, où on ne parle pas que du produit, mais aussi de l'environnement, de votre environnement. Et n'hésitez pas à nous dire si c'est ce que vous vivez vous aussi, ou si on est un petit peu à côté de la plaque, mais je ne crois pas. Donc le premier sujet, c'est que voilà, nous entrons dans la phase 2 de la transformation numérique. Ça fait 10 ans qu'on nous rebat les oreilles là avec cette histoire de transformation numérique. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu le Covid là, ou disons en 2019, il y avait vraiment une phase 2 qui était en train de se passer. Et c'est de ça qu'on va parler. En fait, si on regarde la différence entre la phase 1, la transformation numérique dont on a toujours parlé, et la phase 2, la phase 1, ça consistait à optimiser son organisation interne, ses processus internes, pour gagner en efficacité. Donc il s'agissait de mettre du numérique un petit peu partout pour fluidifier les transactions internes avec ses clients, avec ses fournisseurs ou simplement pour ses employés, de façon à gagner en efficacité. Mais manque de bol, il y a des disrupteurs qui, eux, sont partis d'une feuille blanche, qui ont utilisé les mêmes technologies informatiques, ou plutôt qui ont inventé de nouvelles technologies, des gens comme Amazon, des gens comme Netflix, des gens comme Uber. Ces gens-là, eux, ils n'ont pas fait une transformation numérique. Eux, ils sont partis d'une feuille blanche, ils ont fait le mode de disruption, ils ont créé des nouveaux modèles d'affaires, des nouveaux business models qui s'appuient à 100% sur de nouvelles technologies qu'ils ont souvent contribué à créer, à inventer. Et donc la phase 2 de la transformation numérique, ça consiste pour toutes les entreprises traditionnelles qui étaient là avant les disrupteurs, à apprendre de ces disrupteurs, à utiliser les mêmes technologies qu'eux pour créer eux aussi une nouvelle expérience client. Donc là, il ne s'agit pas de gagner en efficacité, mais il s'agit de gagner des nouveaux revenus, d'éviter d'en perdre face aux disrupteurs. Et c'est là que démarre votre voyage là de transformation entre une entreprise traditionnelle qui optimisait ses processus à base de numérique en une nouvelle entreprise que les gens de Gartner appellent digital business. Et on va essayer de voir en quelques mots en quoi ça consiste. J'aime bien les gens de Gartner parce qu'ils sont très forts pour inventer des concepts, des noms, des trucs un petit peu qui peuvent paraître bizarroïdes, mais en fait, il y a quelque chose de vrai derrière. C'est pas juste des mots. Donc là, il y a un mot qui s'appelle tech-quilibrium, c'est l'équilibre technologique que toute entreprise traditionnelle va essayer d'obtenir. En fait, dans cette phase 2 de la transition numérique, toute entreprise, et là l'exemple qui est cité à l'écran, c'est le secteur public, hein, c'est une région du Danemark. Toute organisation, disons, va essayer de placer le curseur entre ce qu'elle sait faire de manière traditionnelle, accueillir des citoyens, des patients, des malades, ouvrir une boutique, vendre des hamburgers, et ce qu'elle va faire de manière numérique ou digitale. Et tout l'enjeu des 3 ou 4 prochaines années, pour chaque entreprise traditionnelle, c'est de trouver où se trouve le bon curseur entre une expérience traditionnelle, un savoir-faire traditionnel, dans le monde réel, dans le monde physique, avec des vrais gens, des vrais clients, et dans le monde virtuel, avec une expérience et des capacités numériques. Et voilà, cette phase 2 de la transformation numérique, c'est trouver ce curseur et faire les développements qui vont bien pour mélanger
à la fois le traditionnel et le numérique ou et le virtuel. Et une autre façon de voir les choses, donc qu'est-ce que c'est que ces fameux digital business, donc qui mélangent le physique et le numérique, bah, ça va consister à créer des nouvelles expériences utilisateurs. Donc, à chaque fois que j'interagis avec une borne interactive pour commander quelque chose ou prendre mon billet, à chaque fois que je vais me faire soigner dans un hôpital, mais que je combine l'infirmière physique qui est à mes côtés avec la télémédecine, parce que le médecin, lui, est éloigné. À chaque fois que simplement je scanne un barcode là au pied d'un avion au moment de mettre les bagages dans la soute pour vérifier que à chaque bagage correspond à un passager et vice versa, eh bien je suis en train de mélanger le monde physique, les objets, les personnes, avec le monde virtuel, dans le but de faire marcher mon business model. Donc voilà de quoi il s'agit, de créer ces nouvelles expériences utilisateurs. Et plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire si on essaye de revenir un peu les pieds sur terre? Gartner a publié une étude où ils ont interrogé pas mal de gens et pour déterminer où se retrouvera l'IT en 2025. Donc aujourd'hui, ça fait 7 ou 8 ans qu'on bosse à mettre le maximum de choses dans le cloud. Il y a toujours que 20 ou 22% en 2020 dans le cloud, quasiment rien en bordure de réseau. Et ce qu'ils prédisent, c'est qu'en 2025, finalement, oui, tout ce qui est cloud, ça va doubler. On va passer de 20% à 40%. La partie on-prem dans les locaux va diminuer drastiquement, mais finalement, ce qui va augmenter le plus, c'est ce qui se trouve en bordure de réseau. Aujourd'hui, en bordure de réseau, il y a un routeur, il y a du réseau par définition, éventuellement du Wi-Fi, et puis c'est tout. Mais en fait, demain, en bordure de réseau, il y aura des serveurs, des applications, des virtual machines, des dockers, et tout un tas d'équipements connectés à ça pour faire fonctionner ces nouveaux modèles d'affaires, ces nouvelles expériences utilisateurs qui combinent le physique et le virtuel. Donc ça, c'est une première chose que l'on peut observer, c'est que notre infrastructure informatique va pas simplement aller de on-premise vers le cloud, mais au même moment, elle va aussi se diriger vers le edge, ce qui va vouloir dire, dans un premier temps, de nouvelles technologies réseau comme SD-WAN, et ensuite l'établissement de edge computing, de puissance CPU là-bas en bordure de réseau, et de connexion à tout ça, de tout un tas d'objets de type IoT. Et ce mot IoT, c'est aussi l'objet d'une autre étude qui dit que d'ici 2024, la moitié des applications d'entreprise en production utiliseront des objets de l'IoT pour rendre leur expérience d'utilisateur. Et ce qui m'intéresse là-dessus, c'est ce schéma qui montre justement que l'infrastructure il y avait le cœur de l'informatique qui était quelque part dans des data centers, qui s'est dirigé vers le cloud et puis maintenant vers l'edge et à la fin vers tout un tas, on pourrait appeler ça l'environnement interactif numérique. C'est cet environnement, tous ces petits objets dont on ne se rend pas trop compte là, que l'on utilise tous les jours, ne serait-ce que pour payer avec sa carte bleue sans contact, et qui sont finalement connectés localement à du réseau, filaire ou Wi-Fi, à des applications, et lesquelles applications se trouvent dans le cloud, en cœur de réseau, ou peut-être en partie en bordure de réseau pour des raisons d'optimisation. Donc, si je continue à redescendre sur Terre et à revenir à mes moutons c'est la supervision de cette infrastructure. Et donc, je regarde un petit peu, qu'est-ce que vous supervisez dans tout ça? On a interrogé 600 entreprises, un petit peu de toute taille, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord, en leur demandant plein de questions. Mais une des questions, c'était quel est le pourcentage de votre informatique que vous supervisez, votre IT landscape, on disait. Et la réponse, c'est que, en fait, en moyenne, les entreprises ne supervisent que 60% de leur infrastructure informatique. Donc, en fait, ce que vous voyez, vous, aujourd'hui, avec vos solutions de supervision, c'est la partie que vous avez toujours eue, là, en cœur de réseau, la partie on-premise, et une partie de ce qui se passe dans le cloud. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas tout à fait, c'est toute cette partie un petit peu plus à droite du schéma, qui est en général très dynamique. On passe son temps à ouvrir et fermer des agences bancaires, des boutiques, des salles dans les hôpitaux, des entrepôts. Ça bouge très vite. On passe son temps à connecter des nouveaux équipements. Et cette partie à droite, là, c'est ce qui va devenir le plus crucial. Si vous avez bien suivi ma démarche de pensée, le plus crucial dans cette phase 2 de la transformation numérique, puisque c'est là
que se passe l'interaction client. C'est là qu'on crée de la valeur, c'est là finalement qu'on génère des revenus. Et donc, ce dont vous avez réellement besoin, du point de vue de Centrion, c'est de cette visibilité que l'on appelle du cloud jusqu'en bordure de réseau, cloud to edge. C'est de cette visibilité-là que vous avez besoin pour assurer la continuité de service, la continuité opérationnelle de votre entreprise dans ce contexte de digital business. Et alors, si vous n'étiez pas convaincu que c'est effectivement ce qui est en train de se passer là et dans les 4 ou 5 prochaines années, il y a ce Covid-là qui nous est tombé dessus et qui ne fait qu'accélérer les choses ou amplifier le mouvement. Alors, j'ai qu'un slide sur cette partie, mais c'est par exemple la prochaine conférence Gartner, qui est elle aussi virtuelle, qui se tient normalement à Londres en décembre, qui s'appelle IOCS. Ça, la keynote, ça va être d'expliquer que les entreprises sont en train de devenir des everywhere enterprise, des entreprises qui ont une espèce de dans l'espace physique, puisque en plus des opportunités de modèles d'affaires digital business dont je viens de parler, se rajoute le fait que l'on travaille à distance dorénavant, de plus en plus, et que l'on est capable d'exploiter, d'opérer son réseau pareil à distance. Et donc voilà, l'entreprise, que ce soit dans sa création de valeur, ses employés ou les gens qui font tourner la boutique, qui font tourner l'usine informatique, tous ces gens-là se trouvent partout. Donc, un truc à garder en tête, c'est cette Everywhere Enterprise que vous, qui m'écoutez, allez être en charge de mettre en place. Vous l'avez fait pendant les 6 derniers mois et on va vous demander de continuer comme ça dans les 5 prochaines années. D'autant plus qu'une autre étude du cabinet EMA, qui a été faite pour le compte de Radware et qui a été publiée, là j'ai mis le lien un petit peu plus bas, explique, donc eux ils ont interrogé 250 entreprises, et ce qu'ils expliquent que la plupart des organisations prévoient de rendre permanents tous les changements qu'ils ont faits pendant leur période Covid. Et donc les entreprises vont continuer dans les années qui viennent à investir pour améliorer leur infrastructure IT et sa sécurité, automatiser tout ce qui est automatisable et améliorer la résilience réseau et infrastructure. Et donc eux introduisent un concept que j'aime bien, c'est pour ça que j'ai mis ça dans le slide, c'est le business resiliency, la résilience de votre organisation. C'est votre capacité à assurer que votre organisation continue à fonctionner, que le réseau continue à être fonctionnel, qu'il n'y a pas de diminuer les erreurs humaines, et puis continuer finalement à accroître votre chiffre d'affaires pendant la pandémie ou pendant les 5 prochaines années qui viennent dans ce contexte de phase 2 de la transformation numérique. Et donc là, il donne quelques exemples en fonction des secteurs. J'ai retenu 3 secteurs, retail, telco et finance, où chacun finalement a passé beaucoup de temps à améliorer la résilience de son infrastructure, notamment avec des environnements multi-cloud et en mettant en place des environnements de type disaster recovery, et à mettre en place de l'automatisation pour réduire les erreurs humaines et pour que tout continue à fonctionner comme par magie. Donc finalement, dans cette nouvelle ère-là, vous devez vous préparer, vous, à permettre à créer cette Everywhere Enterprise, cette entreprise qui a le don d'ubiquité, et à travailler ou à assurer, c'est peut-être votre job, assurer la résilience de l'organisation, à la fois pour qu'elle continue de fonctionner et qu'elle continue à croître. Voilà, ça c'était mes 2 parties d'introduction sur notre environnement aujourd'hui et dans les quelques années à venir, une nouvelle phase de la transformation numérique qui oblige à étendre l'infrastructure du cloud jusqu'à l'edge, et une accélération qui oblige à accroître la résilience de tout ça. Ce qui va supposer, à notre humble avis d'éditeur logiciel de supervision informatique, d'investir dans la supervision informatique. Alors là, ce que je vous propose, c'est de regarder 3 étapes clés, 3 points clés. Donc ça, c'est vraiment notre expérience terrain
depuis une dizaine d'années. Voilà, avec nos clients, on a l'impression qu'il y a 3 points clés, 3 choses à réussir si on veut assurer cette continuité opérationnelle, dont nous parlons. Continuité opérationnelle dans un monde, voilà, plus dynamique, plus agile, plus rapide, plus étendu, plus tout ce que vous voulez. Ce dont on parle, en fait, c'est d'une part d'assurer une continue excellence du cloud vers l'edge. Donc, j'ai fait sur mon petit schéma, j'ai mis à droite le cloud. Alors maintenant, on dit plus cloud, on dit multi-cloud. C'est pas parce que finalement, il faut avoir plusieurs fournisseurs, ne serait-ce que pour assurer une certaine redondance, résilience. On a toujours en cœur de réseau tout ce qui est legacy traditionnel. Il y a encore beaucoup d'AS400 et de serveurs traditionnels et d'applications traditionnelles qui ne peuvent pas aller vers le cloud. Et puis, on a le réseau qui va jusqu'en bordure, là-bas à gauche, dans le monde physique, là où sont les gens, avec de l'IoT et du Edge. Et ce qu'il faut, c'est bien sûr être capable de superviser l'ensemble. Ça, c'est un petit peu la base. Mais finalement, superviser l'ensemble juste pour superviser les équipements, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que c'est vraiment pas suffisant. Ce que vous voulez vraiment superviser, c'est les services qui sont rendus aux utilisateurs finaux, que ce soit vos employés, vos partenaires, vos fournisseurs ou vos clients, et vérifier que ces services sont bien rendus depuis leur lieu de production, quelque part entre legacy et multi-cloud, jusqu'à leur lieu de consommation, quelque part en bordure de réseau. Parce que finalement, si tous ces services sont critiques, et vous avez fait ce qui était nécessaire, on l'a vu, pour les rendre redondants. Donc quand un routeur tombe, c'est pas forcément un problème parce que s'il était vraiment critique, ce routeur, il y a des chances qu'il y en avait un deuxième à côté et donc le service, il est peut-être toujours rendu. Vous, ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que le service fonctionne avec ces 2 routeurs ou son seul routeur avec un risque de double panne? C'est ça que vous voulez savoir. C'est pas uniquement de savoir si un routeur tombe. Et j'ai pris l'exemple du routeur pour simplifier, mais c'est vrai pour tous les éléments de cette chaîne. Donc, ce qui est crucial, c'est vraiment de comprendre pour tous vos services critiques dans votre environnement, est-ce que ces services sont bien délivrés? Est-ce que la partie web fonctionne? Est-ce que tout ce qui est nécessaire pour que, d'un point de vue opérationnel, un entrepôt, une boutique, une agence, un hôpital fonctionne? Est-ce que tout ça va bien? Est-ce que toutes les interconnexions avec votre écosystème partenaire, le monde bancaire par exemple, le monde supply chain, est-ce que tout ça fonctionne? C'est ça que vous voulez savoir, bien au-delà de est-ce que mes serveurs ESX VMware fonctionnent ou est-ce que mon environnement Docker, mon environnement Microsoft, mes bases Oracle fonctionnent. Voilà. Donc, ce qu'il faut réussir, c'est à obtenir cette vision service du cloud vers l'edge. Et pour ça, nous pensons qu'il y a vraiment 3 points clés que je vais détailler avec un slide pour chaque point. Le premier, c'est qu'il va falloir absolument de l'automatisation. Si vous automatisez le déploiement de l'infrastructure, eh bien, il va falloir automatiser la supervision de cette infrastructure que vous déployez automatiquement. Donc, non seulement il faut superviser tout, pas 60%, mais 100%, mais il ne faut pas le faire juste une fois, au bout de 3 mois de projet, ça y est, vous avez supervisé 100%, parce que le lendemain, il y a déjà des nouvelles choses qui apparaissent, et le surlendemain, encore des nouvelles, etc., etc., ou qui disparaissent. Donc, en fait, il faut superviser 100%, mais de manière automatique, pour que ce soit toujours à jour. Et on va voir comment est-ce que l'on peut faire ça. Ensuite, il y a quelque chose d'absolument critique, nécessaire, crucial, et pas si compliqué que ça à faire, qui consiste à modéliser vos fameux services critiques pour savoir quels sont les éléments de votre infrastructure qui permettent à chaque service critique de fonctionner. On va voir comment ça fonctionne. Centréon permet de faire ça en quelques clics de souris. C'est une phase nécessaire pour arriver au 3e point, qui est que une fois que vous avez une vision qui n'est plus la vision de l'équipement, même 100% des équipements, mais du service rendu, cette vision-là, la performance de ces services, ce qui va être crucial, c'est de partager l'information avec toutes les parties prenantes et ne pas garder ça dans l'équipe exploitation, dans l'équipe support. C'est le partage d'informations qui va rendre la chose réellement utilisable, nécessaire et pertinente. Donc, essayons de balayer chacun des points. Le plus technique, cette notion d'automatisation et de découverte. La plateforme Centréon est, comme toutes les plateformes logicielles modernes, une plateforme qui a des API, elle est API centrique, elle est conçue autour des API, ce qui veut dire que tout l'environnement de IT automation, d'industrialisation que vous déployez
que vous déployez pour déployer automatiquement votre infrastructure va permettre aussi d'attaquer les API de Centréon pour dire j'ai rajouté 3 serveurs ESX à tel endroit, s'il te plaît Centréon, supervise mes 3 serveurs ESX. Donc tout votre environnement d'industrialisation, et la plupart de nos clients utilisent Ansible, ils vont dans leur script Ansible à la fois mettre ce qu'il faut pour déployer de nouvelles infras et rajouter la petite ligne qui permet de dire à Centréon, monitor ESX, hostname égale truc bidule chouette ou adresse IP. Mais en fait, donc ça c'est crucial et ça fait 10 ans que Centréon a toujours été bâti comme ça autour d'API. Mais ça n'est pas suffisant. Ce que l'on a rajouté dans la plateforme et qui fait un petit peu son point fort et quelque chose d'assez unique, c'est un module d'autodécouverte qui va venir compléter la configuration de la supervision, parce que votre environnement d'industrialisation ne connaît pas tous les paramètres nécessaires à la bonne supervision de tous ces équipements. Par contre, Centréon les connaît. Et donc, lorsque vous déployez du VMware, Centréon va se connecter à l'environnement vCenter, par exemple, pour détecter quels sont tous ces serveurs ESX, quelles sont toutes les VM qui tournent dessus, ou alors va se connecter à vos environnements SD-WAN, Meraki, VeloCloud, Versa, etc., pour détecter quels sont tous les CPI là d'accès qui sont déployés, ou se connecter à votre contrôleur Wi-Fi, Aruba, Meraki à nouveau, Alcatel, etc., ou se connecter à vos environnements cloud, AWS, Azure, pour savoir mais quels sont les EC2 que vous déployez, quels sont toutes les assets que vous déployez. Donc, c'est comme ça qu'on peut maintenir une configuration de la supervision à jour, c'est parce qu'on a à la fois un outil d'industrialisation qui déploie quelque chose et qui instruit Centréon de commencer à superviser ce quelque chose, et un Centréon qui, avec un module d'autodécouverte, va compléter, va aller découvrir tout ce qu'il y a à découvrir pour compléter sa configuration. Et ça fonctionne parce qu'on a des modèles de configuration qui sont regroupés dans ce que l'on appelle, c'est notre jargon, des plugin packs. Un plugin pack, c'est un ensemble de jeux, de modèles de configuration. Alors, on en a plus de 450. Ça couvre, en fait, ça couvre from the cloud to the edge. Ça couvre 100% de votre infrastructure. Et pour chacun de ces modèles, on va dire, un routeur Cisco, voici tout ce que l'on peut découvrir sur un routeur Cisco, les interfaces Ethernet, là. Et puis, voici tous les paramètres in-band, out-band, packet loss, etc., que l'on peut superviser. Voici le protocole à utiliser pour superviser. Voici le paramétrage du protocole, etc., etc., etc. Et donc, tout ce que l'on peut superviser comme ça avec Centréon, sur ces 450 types d'équipements différents, peut se faire soit en un clic de souris, applique le modèle, c'est un routeur Cisco, applique le modèle routeur Cisco, ou en un appel d'API. Et ces plugin packs contiennent aussi les règles de découverte qui disent qu'est-ce que l'on peut découvrir sur ces équipements-là. Donc c'est comme ça que l'on peut pouvoir dire la supervision de mon infrastructure de bout en bout, from cloud, check, ça c'est fait. Non seulement ça c'est fait, mais c'est fait aujourd'hui et demain et après-demain, et c'est à jour et ça restera à jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette bibliothèque de plugin packs est mise à jour en continu. Tous les mois, on rajoute des plugin packs. On était à environ 400 au mois de mars dernier. On est maintenant, à partir d'aujourd'hui, on a passé la barre des 450. Et elle est à jour et vous n'avez pas besoin de mettre à jour la version logicielle de votre plateforme Centréon. En fait, Centréon est connecté à une bibliothèque de plugin pack et peut récupérer ces plugin packs comme ça au fil de l'eau en temps réel sans même mettre à jour sa plateforme Centréon. Donc ça, check. La supervision de bout en bout, c'est fait, on n'en parle plus, on peut se concentrer à ce qui est plus important et qui là est manuel, c'est pas automatique. C'est pas très compliqué, c'est la modélisation des services critiques. Modélisation, ça veut juste dire que il va falloir sur un petit arbre de dépendance, j'ai mis un exemple là, donc on fait ça avec l'interface Centréon, on pourrait le faire aussi avec une API, mais avec l'interface, la user interface Centréon, avec quelques clics de souris, on va dire cette application-là, elle dépend de telle base Oracle, elle dépend de tel front load balancer, elle dépend de tel JBoss, elle dépend de tel front-end. Ensuite, on va mettre quelques règles, on va mettre des règles simples. Par exemple, sur mon cluster de front-end, là, j'en ai, je sais pas combien, 10, 12, j'en rajoute régulièrement. Tant que 80% des front-ends sont up and running, le service est rendu, l'application tourne. Si j'en ai que 66%, là, le service est dégradé. Les users vont commencer, les utilisateurs vont commencer à se plaindre. Si c'est en dessous, ça passe en rouge. Et donc, avec Centréon, on va
on va comme ça modéliser les règles de dépendance qui font que un service de haut niveau est vert, orange ou rouge. Et ça, c'est ce qui va vous permettre dans tous vos écrans, plutôt que d'afficher l'état rouge-orange d'un routeur, d'un front-end, d'un load balancer ou d'un table space là d'une base Oracle, d'afficher vraiment l'état de est-ce que le service il est rendu, oui ou non. Et puis si jamais ça passe à l'orange parce que le service est rendu, mais ça serait bien que quelqu'un se préoccupe là de table space Oracle parce que sinon ça va finir par craquer. Ben voilà, ça va vous faciliter absolument l'analyse de cause de façon à détecter d'où vient vraiment le problème et le corriger avant que l'utilisateur s'en rende compte. Et ça, vous l'avez en temps réel, mais finalement, puisqu'on mesure en temps réel la disponibilité de ce service de haut niveau, on va pouvoir l'agréger dans des rapports mensuels, par exemple, qui vont donner le taux de disponibilité mensuel, heure ouvrée ou 24/7, d'un service, d'une application, de façon à pouvoir mesurer objectivement sa performance, s'engager sur des SLA auprès de ses clients internes, et puis vérifier qu'on arrive à améliorer les choses de mois en mois, ou justifier auprès de son patron un nouveau budget IT pour remplacer le SAN, parce que c'est là que ça pète à chaque fois, et c'est ce qui cause finalement les interruptions de service. Donc ça, c'est une deuxième étape qui est nécessaire, qui n'est pas très compliquée, que Centrion permet de faire facilement dans sa plateforme, et qui est l'étape clé qui permet de passer d'une vision de l'équipement, un peu la tête dans le guidon, là je regarde l'IT pour l'IT, à une vision du service rendu. Là je m'intéresse à mes clients internes et je vérifie que je leur rends bien le service. Cette visibilité-là, c'est l'autre point clé, il faut la partager. Alors j'ai mis sur la droite là un petit peu toutes les personnes d'une DSI qui pourraient être, qui sont partie prenante et qui à un moment donné ont besoin de cette information, soit pour corriger les problèmes s'ils sont un petit peu tout en bas de l'échelle là au niveau exploitation, soit pour faire les bons choix d'investissement, de recrutement, de projet, si jamais ils sont plutôt au niveau management. Et donc le partage d'informations, ça va être comme toute plateforme de supervision pour les gens les plus techniques, un bac à événements avec toutes les informations disponibles en quelques clics de souris pour pouvoir analyser les problèmes et les corriger, ou même créer un ticket là dans votre outil ITSM préféré. Mais ça va être surtout des cockpits de haut niveau que l'on va afficher sur un intranet ou peut-être sur des écrans, des grands écrans dans les open space, dont un écran qui sera pile poil en face du bureau du DSI, où on va donner, ben voilà, dans cet exemple-là, Hillmore Insurance, il y a 6 services critiques au fonctionnement de l'entreprise, et je vais avoir 6 grands rectangles verts qui me disent ces 6 services-là fonctionnent bien. Puis j'ai peut-être des services d'exploitation que j'affiche et puis autre chose. Le point clé ici, c'est qu'il faut absolument partager l'information avec tout le monde, y compris avec les équipes métiers, les équipes applications, sur est-ce que ça fonctionne oui ou non, parce que si ça ne fonctionne pas, ces gens-là vont devoir appliquer un plan B, faire une solution de contournement, prendre des actions pour assurer la continuité opérationnelle sans l'informatique à 100%. On va bien sûr avoir des écrans plus techniques pour les équipes d'exploitation qui vont travailler et vérifier sur chaque secteur. Donc ces écrans-là sont plutôt des écrans par équipe, l'équipe réseau, l'équipe application A, l'équipe application B, l'équipe infra magasin, etc., etc. Et puis des rapports PDF qui sont produits automatiquement et qui sont des rapports qui vont finalement fournir toutes les informations que l'on trouve dans des standards comme ITIL. C'est quelle était la disponibilité de mes services ou de mon infrastructure, quelles ont été les pannes, combien de temps on a mis à corriger ces pannes, ou alors des rapports de capacity planning, quel est mon taux d'utilisation de la bande passante sur chaque site, y a-t-il des endroits où je pourrais diminuer mes bandes passantes et mes abonnements, ou au contraire, faut-il les augmenter, quels sont mes taux d'utilisation du SAN, de mon cluster VMware, etc., etc. Donc des rapports qui vont permettre tous les mois de faire des comités de pilotage et de faire les bons choix d'infrastructures, d'investissement, de projets, de ressources humaines pour assurer la continuité opérationnelle. Ces tableaux de bord-là sont plutôt des tableaux de bord qui sont utilisés dans l'organisation journalière et de la semaine des équipes. La console événement, ça c'est j'ai 15 ou 30 minutes pour réagir et corriger un problème, alors que la vue cockpit, c'est l'instant T, le temps réel. Voilà, en ce moment précis,
là, voilà quel est l'état de ma supervision. Tous ces écrans, je donne des exemples, sont des écrans que la plateforme Centrion vous permet de créer pour l'ensemble des intervenants, de toutes les parties prenantes dans les équipes informatiques ou à côté. Et c'est ce qui vous permet de dire que, d'une part, on a vu tout à l'heure la supervision cloud to edge, check, ça c'est fait, mais la vision top-down, depuis les services les plus critiques jusqu'à le table space qui ne va pas, le packet loss, le service Java qui est en rade. Voilà, cette vision top-down de tous mes services critiques, je peux l'avoir. Pour certains, ce sera sous forme de carte géographique parce que c'est des gens voilà, qui sont sur le terrain et qui ont besoin de savoir est-ce qu'il faut se déplacer en voiture jusqu'au magasin de Trifus-les-Oies. Pour d'autres personnes, ce sont des rapports. Pour d'autres, ce sont des visions cockpit sur des grands écrans. Pour d'autres, ce sont des dashboards un petit peu compliqués, techniques, avec tout un tas de widgets compliqués. Pour d'autres, ce sont des schémas réseau. Voilà ce dont vous avez besoin pour assurer la continuité opérationnelle de votre environnement. Voilà, c'était un tour très rapide de ce que fait Centréon dans cet environnement. Je vous encourage à nous contacter pour peut-être en savoir plus pour une démo ou pour parler de votre projet, bien sûr. Si nous continuons, on va arriver à la conclusion de ce webinaire. J'ai entamé en expliquant que nous entrons dans une deuxième phase de la transformation numérique. En fait, là, je conclus en expliquant que nous entrons dans une deuxième phase de la supervision, c'est-à-dire de la mesure de la performance de votre infrastructure. J'ai piqué ça chez Gartner à nouveau. Précédemment, on était focalisé sur la disponibilité. Donc, on s'intéressait aux ressources, aux équipements, aux serveurs. Tous nos rapports étaient basés sur la disponibilité de ces ressources, de ces équipements. On était focalisé sur l'informatique. Les informaticiens s'intéressent à l'informatique. Est-ce qu'elle fonctionne ou est-ce qu'elle ne fonctionne pas, dans le but d'améliorer le taux de disponibilité et de s'assurer que chaque opération en silo, c'est-à-dire la partie réseau, la partie appli, la partie infra, fonctionne bien. Aujourd'hui, vous êtes ici, dans une seconde phase où ce qui compte, c'est pas tant le taux de dispo, parce que c'est la performance. Pourquoi c'est pas la disponibilité? Parce que vous avez investi des fortunes à créer des environnements résilients, ou vous vous apprêtez à investir des fortunes à créer des environnements résilients, redondants, de disaster recovery. Donc a priori, la disponibilité est liée. Ce qui compte, c'est la performance. Et ce que l'on veut voir, le focus, c'est vraiment cette vue service. Et ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est le consommateur, l'utilisateur, le end user, est-ce qu'il a ce qu'il lui faut ou est-ce qu'il n'a pas, et on ne se focalise pas tant sur son infra que sur les applications que cette infra héberge et les environnements applicatifs. Et donc, ce que l'on va gagner là-dessus, ça va être une expérience. À la fin, c'est une expérience client ou une expérience utilisateur améliorée, et donc une meilleure productivité, des meilleurs revenus, etc. etc. NSI est un partenaire Centrion, et donc votre partenaire NSI et Centrion, nous c'est notre job. Notre job, c'est vous amener de la phase 1 à la phase 2, de vous faire avancer d'un cran là, de disponibilité à performance. On est là pour ça, et on répondra à toutes vos questions que vous pourriez avoir sur ces sujets-là. Voilà, c'est la fin de mon webinaire. Nous allons terminer cette session. Je vous encourage à nous contacter, nous NSI ou nous Centréon, pour en savoir plus sur la plateforme Centréon et sur comment est-ce que l'on peut vous permettre d'aborder dans les meilleures conditions cette fameuse seconde phase de la transformation numérique ou seconde phase de l'analyse de la performance. Bonne soirée à vous tous. Merci de votre attention et merci d'avoir été aussi nombreux à suivre ce webinaire. Au revoir.